Je me présente, je suis Lotfi Benyelles, donc artiste photographe. Je pratique la photographie depuis la fin des années 2000. Ça a été une pratique assez intérieure, c'est-à-dire je faisais des images sans les faire. Je regardais énormément d'expositions, j'avais une envie de faire de la photo sans en faire. J'ai beaucoup été au cours de mon enseignant Jean-François Chevry, qui est ici aujourd'hui. Ça a été des repères importants jusqu'à un jour, de 2014, j'ai décidé de commencer un travail sur ma ville natale, qui est Alger, et qui a été, pour moi, un anthropologue dirait un terrain. Je pense que c'est un mot qui réduit un peu. Je n'aime pas trop, mais j'en trouve pas de meilleur aujourd'hui, puisque c'est vraiment là où je travaille et là d'où je suis en tant qu'artiste. Il m'arrive de travailler dans d'autres lieux, d'autres terrains, mais c'est toujours en partant de celui-là. Voilà, donc du coup, ce que je peux dire, c'est que ce travail en découle. Il y a un premier travail qui portait plus sur la relation que les gens pouvaient avoir avec la ville intime, la ville d'Alger, le centre-ville, et comment aujourd'hui la perception de cette ville était perturbée. Je l'avais appelé Alger, ville intime et espace urbain, avec l'aide d'ailleurs de Jean-François qui m'avait orienté sur ce nom-là. Et puis par la suite, j'ai trouvé d'autres pistes d'études. J'ai travaillé beaucoup sur la question de la mémoire, de quelle mémoire était portée dans la ville d'Alger, et comment elle se retrouvait en fait dans le fait urbain. Et ce travail, c'est un travail que j'ai commencé l'an dernier et qui est relatif à la question de qu'est-ce qu'on voit en fait quand on est à Alger. Aujourd'hui, je notais que le paysage était devenu une référence à partir de laquelle on évaluait le territoire. Et on disait, le paysage est abîmé, il est détruit, le paysage de mon enfance. Là-bas, il y a des choses à voir, là-bas, alors qu'ici, il n'y a rien à voir. Et je voyais qu'il y avait cette référence, mais que cette référence était en fait assez incertaine, parce que quel était le paysage de référence? Qu'est-ce que les gens voulaient voir exactement et qu'ils idéalisaient? Et bien, en fait, je voyais qu'on n'arrivait pas forcément à un autre paysage de référence. Ça rebasculait vers des expériences du territoire, des jeux d'enfants, des choses qu'on avait expérimentées, mais qui n'étaient pas forcément du paysage. Donc c'est un peu de ce point de départ qu'est venu cet ensemble qui s'appelle Alger, seuil et paysage, puisqu'en fait aujourd'hui, le lieu d'expérimentation est ce lieu à travers lequel on juge l'état du paysage algérois. Il m'a semblé que c'était quand même la nouvelle banlieue d'Alger, ce qui s'est répandu au-delà de la ville historique de 2 millions d'habitants, de la ville arabe puis la ville coloniale, et qui est aujourd'hui là où habitent 80% des Algérois. Bonsoir, alors mon nom est Éric Verdeil, donc je suis géographe, professeur donc à Sciences Po et chercheur au CERI, le Centre de recherche international. Et donc, Lotfi, tu m'as invité ici à la suite de notre première rencontre il y a 1 an à peu près, dans ces mêmes locaux, pour ton exposition dont tu viens de parler, durant laquelle j'avais été très intéressé par ton travail, qui d'une certaine manière fait écho au mien. Alors, pas du tout écho au sens où je serais quelqu'un qui connaîtrait bien Alger. C'est absolument pas le cas. Je n'ai été qu'une seule fois à Alger. C'est une ville que je connais beaucoup plus par, j'allais dire, la littérature, le cinéma et les sciences sociales, et notamment la géographie. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans ton travail, c'est de retrouver dans cette ville arabe moderne, en voie de transformation permanente, comme toutes les villes le sont toutes en permanence, des éléments qui m'interpellaient sur mon propre rapport à d'autres villes arabes. Et en premier lieu à Beyrouth, qui est une ville que je fréquente depuis 30 ans dans le cadre de mes recherches, et ensuite de toute de relations extrêmement riches avec beaucoup de ses habitants. Et puis d'autres villes de la région, que ce soit Amman, Tunis, et beaucoup d'autres villes de la région où j'ai ensuite circulé, et où
j'ai souvent utilisé aussi mon appareil photo. Alors, comme je te le disais, par contre, moi, je ne serais pas quelqu'un qui oserait présenter mes photos. Je pense qu'elles n'ont pas une très grande valeur esthétique. Elles ont pour moi une valeur documentaire. Dans les villes que je fréquente régulièrement, comme Beyrouth, elles ont une valeur presque de prendre, comment dirais-je, de documenter la marche du temps et les transformations, donc des espaces urbains et des paysages. Et donc je me retrouve aussi complètement dans cette idée de paysage, même si je pense qu'on va en rediscuter. Et c'est donc, voilà, au titre de ce témoignage décalé et de cette interpellation et de ces interpellations et de cette conversation qu'on a commencé à nouer depuis un an, parce qu'après on s'est recroisé à d'autres expositions, on s'est fait voir des images, on s'est fait lire des choses que l'on avait en propre chacun. Et donc, voilà, ce à quoi vous allez assister aujourd'hui, c'est pas du tout une sorte de dialogue savant autour d'Alger ou autour de la photo, parce que moi je suis pas du tout un homme de l'art, mais un jeu de rebond et de conversation. L'exposition commence avec cette photographie. J'évite de mettre des dates dans les photographies et je pense que c'est typiquement une photographie où la question de la date est un sujet sans en être un. En fait, il y a une dizaine d'années, 11 ans, le ministre du Logement algérien, qui s'appelle toujours Abdelmajid Tebboune et qui est président aujourd'hui, a entamé une politique de relogement massif en fait, des Algériens, et sa cible, ça a été le bidonville. Le bidonville s'était répandu partout dans la ville parce que c'était une solution de logement simple et immédiate pour des gens qui étaient arrivés de la campagne, notamment pendant les années de la guerre civile. Et entre 2014 et 2015, ce qui s'est passé, c'est que les grands bidonvilles qui s'étaient développés, certains bien avant les années de la guerre civile, et notamment celui-là, qui était le bidonville d'Ar-Ramli, qui est donc le bidonville l'ensablé, le sablonneux, qui existait là, qui était là donc déjà dans les années 60, dont les premiers sont en 65. Donc je ne sais pas si vous l'avez connu, mais il était là dans les années 65. Il est dans le quartier du Gué de Constantine, donc dans la sortie immédiate d'Alger, à l'est. Donc c'est un endroit très intéressant. Et cet endroit, en fait, en 2 jours, il a été vidé. En fait, il a tous les quartiers de ce bidonville ont été vidés un par un. En fait, les gendarmes sont arrivés, les équipes du relogement sont arrivées. On a découpé des secteurs. En fait, on les a isolés. On a demandé aux habitants de partir, de sortir, et ensuite on les a amenés dans leur nouveau logement. En fait, ils partaient vraiment en quart. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce quartier, en 2 jours, est passé d'une grande ville à un ensemble, à un espace entièrement vide, en fait. Un espace... Il est détruit. Il est plus que vide, il est détruit, absolument. Il est rasé. Il est vraiment rasé. C'est-à-dire comparé à d'autres bidonvilles où les emprises sont laissées malgré tout et on arrive à deviner des traces. En effet, celui-là, il est rasé et on est passé pour qu'il n'y ait rien qui reste. Mais ce qui se passe, c'est que ce lieu est resté en l'état, il est toujours dans cet état-là aujourd'hui. Donc, et cette question-là, c'était pour moi ce qui m'a frappé la dernière fois que je suis revenu, c'est que d'autres endroits du secteur ont pu bouger, se sont débloqués, où il y a eu des constructions. Mais celui-là, après s'être vidé, après que ses habitants aient été relogés souvent très loin, à 50 km au sud ou dans un autre département en Kabylie aussi, c'est-à-dire dans la bordure d'une autre région, mais à la limitrophe d'Alger, d'une manière, on va dire, suffisamment ferme. Le processus était autoritaire, oui. On a vraiment j'y suis allé et moi-même j'avais pas l'histoire. C'est quelqu'un qui m'a dit, ma tante, qui avait entendu, qui avait été informée de la destruction de ce bidonville, qui était une opération publique. Donc on a croisé un jeune qui revenait avec ses amis. Donc j'ai derrière moi donc ma tante, et un groupe de jeunes qui continuent à se retrouver à cet endroit-là et qui m'en parlaient en fait de cet endroit-là, puisque moi, contrairement à d'autres bidonvilles où j'ai pu travailler, où j'ai pu rentrer, celui-là, je ne l'ai pas connu en fait, de l'intérieur. Je ne l'ai vu que dans cet état-là, et état dans lequel il est
toujours. C'est-à-dire, ce qui m'a frappé, c'est que le palmier là a un peu grandi, mais globalement, le territoire est à peu près le même. Et je pense que pour moi, ce vide, il n'est pas neutre, en fait. C'est qu'on est dans un territoire extrêmement convoité. Donc, du coup, en fait, ce vide, ou en tout cas cet espace libéré et qui n'a pas d'affectation immédiate, au moment de l'annonce de la destruction de ce bidonville, ça a été une opération triomphante. Les termes qui ont été utilisés dans la presse de manière non critique, c'est le mot éradication. Donc, éradication, c'est enlever jusqu'aux racines, en fait. Et donc, du coup, l'opération d'éradication des bidonvilles, dont la destruction de Ramli a été un épisode, ça visait à dire que ceci relevait d'une forme de maladie urbaine. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'un terme comme ça, quand on éradique une maladie, quand on éradique quelque chose, c'est que souvent, ça revient en fait. Et dans le cas des bidonvilles, bien sûr, ils sont revenus en fait. Il y a jamais la source du problème n'est pas traitée. Mais ce territoire est gelé parce que tout simplement, aujourd'hui, il attire beaucoup de convoitises. Et comme beaucoup de ces territoires qui ont été vidés, je pense que le vide est aussi un indice des rapports de force qui se jouent entre des volontés assez de préemption de ce territoire et qui sont en tension les unes avec les autres jusqu'à ce que le rapport de force se résolve et que ce territoire soit attribué à un usage particulier. Oui, alors moi, quand je regarde cette image, ce qui me frappe, disons, en premier lieu, c'est derrière la paix apparente que ce lieu, aujourd'hui vide, mais apparemment assez calme, peut donner l'impression de vivre. C'est en fait la violence de ce geste initial de destruction et qui renvoie à l'histoire commune de nombreux quartiers populaires dans la ville d'Alger, mais dans l'ensemble de la Méditerranée. Et d'ailleurs, pas uniquement au sud de la Méditerranée, y compris dans d'autres villes du nord de la Méditerranée, je pense à Marseille par exemple. Bon, voilà. Donc il y a cette histoire de violence des quartiers populaires, des quartiers qui ne sont pas venus comme les élites auraient souhaité qu'ils viennent, souvent d'ailleurs avec des logiques d'empiètement sur le plan foncier. Et d'ailleurs dans des contextes souvent où le statut des terres, la propriété des terres n'était pas toujours très clair, soit du point de vue du cadastre, soit du point de vue des lois antérieures à la colonisation qui ensuite avaient créé des droits d'usage qui restaient, par exemple pour les terrains de parcours, etc. Et donc, ce sont toujours des histoires très complexes. Donc ça, c'est un premier élément commun que moi, je lis dans cette image par rapport à d'autres villes. L'autre chose qui me frappe, c'est que ces destructions dans les villes arabes n'arrivent pas que dans les quartiers populaires. Et à Beyrouth, c'est le centre-ville qui a été complètement détruit après la guerre civile. Alors, il a été endommagé, on va dire, par la guerre civile, mais ce qui est frappant, c'est que les opérations de reconstruction elles-mêmes ont créé exactement cette table rase. Tout à l'heure, quelqu'un a dit c'est rasé. Oui, à Beyrouth, c'est pareil. Le centre-ville est complètement rasé, aplani par les bulldozers, et on a du mal aujourd'hui à s'imaginer ce que ça a pu être par le passé. Et donc, ce vide témoigne exactement comme l'a dit Lutfi, aussi, c'est un vide, non pas un vide, j'allais dire, d'attente, que quelque chose se décide. Non, c'est qu'il y a plein de projets bloqués en contradiction les uns avec les autres. Et donc, en fait, ça renvoie à des nœuds de pouvoir, à des logiques que l'on ne voit pas du tout là, dans ce paysage-là, mais qui traversent la ville
Voilà, et je pense que c'est aussi, et c'est assez étonnant, entre cette banlieue populaire qui n'est plus une banlieue et ce centre-ville abandonné à Beyrouth, une sorte de relation comme ça un peu inédite par le vide et par cette matière terreuse ou sablonneuse aussi que tu mentionnes. Ce qui est intéressant quand tu parlais des petits propriétaires qui sont utilisés en stratégie d'occupation du vide pour essayer de débloquer un peu la situation et de dire bah là il y a déjà quelqu'un, on va peut-être pouvoir avancer. C'est un peu ce qu'on voit ici en fait. Ici là c'est typiquement on est à Rahmaniya, donc c'est aussi un arrière d'Alger, un arrière très intéressant. On est derrière le Val d'Hydra, donc si vous connaissez Alger, on est dans le secteur le plus huppé de la ville, vraiment, et on est en contrebas du secteur le plus huppé de la ville. Et c'était un secteur très agricole. Dans l'esprit des gens voient toujours Rahmaniya comme une ville agricole, alors qu'elle est de moins en moins. Et quand on regarde l'affectation au cadastre, c'est un secteur qui est encore agricole, qui l'est de moins en moins en fait. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'ici on a deux propriétaires différents qui ont acheté il y a très longtemps. C'est-à-dire que c'était des stratégies d'achat du territoire, d'achat de parcelles, dont on savait qu'elles étaient pour l'instant agricoles et qu'elles le resteraient pour encore un petit moment, mais c'était un choix patient, on va dire d'investisseurs. Entre-temps, au passage, il y a eu un coup d'arrêt net aux stratégies d'investissement, puisque la guerre civile a un peu tout figé, comme j'imagine à Beyrouth. Et ce territoire a pendant longtemps gardé sa vocation agricole. Donc du coup, ce que faisaient ces propriétaires, c'est qu'ils le louaient à un deux agriculteurs qui, lui, louait le terrain à plusieurs propriétaires qui avaient les parcelles. Donc en gros, les parcelles étaient... l'agriculteur louait à plusieurs propriétaires. Et il avait une parcelle unifiée. Et progressivement, les agriculteurs se sont mis à partir, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les parcelles ont commencé à être construites sans autorisation. Et là, et sans sanction non plus. Et c'est typiquement à ce signe-là qu'on voit qu'en fait, il y a un feu vert officieux qui est donné à l'urbanisation d'un territoire. Et le passage, la bascule d'un territoire non agricole vers un territoire urbanisé, elle est déclarée au sens par les autorités. C'est souvent quelque chose qui est de l'ordre du fait accompli. C'est rarement une décision où on dit j'ai ce territoire et il va devenir il va passer de territoire agricole à territoire urbanisable. Il est souvent déjà urbanisé à moitié quand il bascule en territoire urbanisable. Ce qui est le cas ici. Et ici, typiquement, on a une discussion entre deux amis et voilà, l'un d'entre eux m'a fait visiter son territoire familial dont le père a acheté il y a quelques décennies le terrain, et petit à petit les enfants ont construit. Et on construit, et là on a l'emprise de là où va habiter le jeune homme en fait. Mais en fait, en montant l'expo et en mettant ces trois photos, je me suis rendu compte finalement après, c'est pas du tout un calcul, qu'il s'agissait finalement de morceaux de surface qui allaient avoir une autre destination. Ici, ce qui m'a frappé, c'est qu'autant que dans mon travail, très souvent, j'arrive, quelqu'un a vu, m'amène, me dit tiens, j'ai vu ce truc-là, on va voir, ça va peut-être t'intéresser. Et ici, c'est des gens que je connais par contre, que je connais d'avant et que je connais d'un autre contexte, qui est la ville d'Alger, et qui ont grandi dans la ville d'Alger. Ils sont dans cette jeunesse qu'on a appelée celle qui tenait les murs. Celles qui n'avaient pas d'occupation dans les années 90, ceux qui ont été dénigrés par leurs propres parents en fait. Et je pense que c'est côté générationnel, alors il est à prendre avec des pincettes, mais il faut voir qu'en gros, ceux dont les enfants sont devenus adultes dans les années 90, c'était à peu près ceux qui devenaient adultes au moment de l'indépendance. Donc les parents avaient le prestige de l'indépendance, et ceux des années 90 des 80-90 tenaient le mur. Je pense que c'est un des aspects qui, d'un point de vue sociologique, n'est pas souvent avancé pour expliquer la guerre civile. Or, il me semble que c'est quand même un critère qui devrait sauter aux yeux. Et je pense que ici, typiquement, ces deux personnes ont souffert de cette étiquette. À un moment donné, d'arriver à faire des études, ne pas forcément arriver à faire des études et devoir aller dehors. Et devoir aller dehors, tenir le mur, c'était la position la plus dégradante et humiliante qui soit. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait quand même leur vie,
qui ont, en plus, dans leur vie, ils sont tous les deux ont des métiers liés à l'urbanisme, à la géographie, au territoire et à la construction. Et ce sont deux personnes qui ont été impliquées dans tout ce que vous allez voir, qui est l'urbanisation massive de l'arrière-pays algérois. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est leur position d'ouverture au paysage. On ne le voit pas, mais là, il y a un grand paysage agricole devant eux. Et que finalement, contrairement à d'autres visites que j'avais faites, eux poursuivaient finalement cette discussion qu'ils ont eu depuis 30 ans maintenant, dans Alger puis ailleurs, puisque c'est des gens qui se voient régulièrement, qui sont amis, et surtout sa position à lui, qui est cette position typique que moi j'arrive pas à faire en fait, qui est un peu qui était la position quand on disait les deux positions du hittiste, c'était celui qui tient le mur et l'autre accroupi dans la discussion. Et je pense que c'est ce que j'ai retrouvé et ce qui m'avait frappé, c'était que dans cette photo il y avait à la fois le territoire, mais il y avait aussi eux, qui n'étaient pas en train de me présenter le terrain. En fait, ils m'ont laissé faire ce que je voulais, mais ils poursuivaient cette discussion qu'ils avaient depuis maintenant la fin de leur adolescence, et qui était en fait cette même discussion qu'ils avaient, peu importe le sujet, peu importe, et qui, dans leur posture, renouvelait un peu cette théâtralité, cet échange, et qui est quelque chose de différent des autres positions de visite. L'un des protagonistes de la photographie est aussi dans l'autre photographie, ce n'est pas le même moment, c'est pas tout à fait la même lumière, et c'est un autre moment, une autre époque, et où on est beaucoup plus dans une visite classique, où je vais vous montrer ma maison, monsieur, et voici ce que c'est en fait. Voilà. Oui, alors moi je vais te faire deux remarques en écoutant ton commentaire. Le premier, c'est que c'est un commentaire un peu méthodologique. Les photos, et en particulier celles que tu prends, Lutfi, ce sont des photos qui ne sont jamais juste des prises de paysage. Ce ne sont pas d'abord des regards esthétiques avec une composition, etc. Mais bien que, bien sûr, la photo, elle est composée. Il y a un certain nombre d'éléments qui renvoient au questionnement que tu as sur cette ville, sur sa transformation entre l'espace rural et l'espace urbain, entre les transformations de la vie familiale, de la sociologie de la ville. Mais ces photos sont toujours médiées. Comme tu le dis, tu es amené ici par des personnes, en l'occurrence des personnes que tu connais, et même si là, ils ne sont pas en train de te montrer exactement ce que tu dois prendre en photo, c'est toi qui choisis, il y a ces personnes entre toi et l'image et qui expliquent la fabrique de l'image. Et ça, je pense que c'est très important. Et c'est aussi tout un savoir-faire, c'est-à-dire que cette photo n'est vraiment pas que visuelle. Elle est une histoire de vie et une série de conversations. Et donc, il y a beaucoup de paroles aussi avant. Donc, moi, ça, je suis très frappé. Et c'était particulièrement vrai aussi dans tes expositions précédentes. On voyait très souvent ces intermédiaires dans ta photo. Alors, la deuxième chose sera une remarque beaucoup plus technique, justement, de géographe urbaniste. Ce qui me frappe ici, c'est le décaissement du terrain. On a de la bonne terre agricole, mais pour les bienfaits, pour le développement du projet urbain, il y a un décaissement impressionnant de cette matière. Et en fait, on dit souvent... Voilà, les villes grignotent l'espace rural. On dit aussi l'urbanisation galope. Bon, il y a plein de métaphores intéressantes pour parler de la manière dont les villes se développent. Et alors, une des conséquences très physique de l'implantation de cette maison et de ce décaissement du terrain, c'est que là, il y a plein de terres qu'il va falloir mettre ailleurs. Et en fait, la construction d'une ville, ce n'est pas juste de construire des immeubles, d'amener des parpaings et de couler de l'asphalte, etc. C'est aussi de faire circuler de la terre qui devient des déchets qu'il va falloir mettre ailleurs. Et donc, moi, c'est cette dimension matérielle de la circulation finalement de ce qui est un déchet, mais qui est au départ une ressource, une terre agricole. Dans les villes arabes, c'est un des sujets auxquels je m'intéresse beaucoup aujourd'hui et qui contribue à refaçonner les paysages urbains. Et je trouve que là, on le voit très très bien sur le front d'urbanisation. Mais par rapport à ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que cette terre-là, elle a été amenée il y a un ruisseau en fait en contrebas. Et ce ruisseau a été empoisonné volontairement, justement pour favoriser l'urbanisation.
Et le premier réflexe, ça a été pour éviter le danger et que les gens s'empoisonnent, ça a été de recouvrir ce ruisseau avec cette terre-là, en fait. Et aujourd'hui, il y a par un des propriétaires qui voulait accélérer la reconversion du territoire en territoire urbanisable, en fait. Oui. Et pour qu'il ne soit plus agricole, en fait. Et aujourd'hui, que cette urbanisation est en train d'avancer, on aimerait bien décaisser cette terre qui a servi à recouvrir pour que l'ancien ruisseau devienne une canalisation, en fait, et d'évacuation. Bah oui. Troisième photo ici de l'espace à attribuer, de l'espace qui doit avoir une affectation, mais qui n'en a pas forcément. Je vous ai dit, là c'est typiquement une photo, et c'est intéressant ce que tu as dit, parce qu'en effet, je pense que dans toutes les photos, il y a quelqu'un derrière moi, je l'ai dit, où il y a au moins 2 ou 3 personnes parfois derrière moi, et qui m'ont amené là, ou qui me parlent. Et celle-là, les gens sont rentrés, c'est la même chose, sauf que les gens sont rentrés dans le champ. Donc c'est eux qui m'ont amené là, qui m'ont dit voilà ce que tu as à voir et tout, sauf qu'à un moment, ils étaient là. Ce qui se passe ici, c'est un peu la même chose, mais ici, on est dans quelque chose de plutôt une visite plus lointaine. On voit Reda, qui est mon cousin, et qui est donc urbaniste, et qui m'a beaucoup fait travailler sur Rahmania, en fait, pas Rahmania, pardon, Sidi Abdallah, qui est une ville nouvelle, qui est un peu l'équivalent de la Défense, plus éloignée, en fait, du centre que ne l'est la Défense, mais qui est un peu un technocentre dans la banlieue d'Alger, qui a été conçu par plusieurs architectes, dont certains avec un effet générationnel aussi, puisque l'urbanisme en Algérie, c'est un peu le champ d'études où de la colonisation à l'après-colonisation, c'est les mêmes gens qui ont travaillé. C'est vraiment, il y a une continuité totale de personnes, de compétences, de formateurs, de formés. Et on trouve des gens dont le CV, entre guillemets, enjambe l'année 62 sans qu'il y ait un événement 62. C'est-à-dire que Pouillon est l'exemple, Deleuze est le plus grand représentant, et Deleuze est la personne qui a conçu le plan général de Sidi Abdallah. Et ce qui est intéressant, c'est que Deleuze a commencé à travailler donc en 54, et quand il a fait Sidi Abdallah, on était en 2007, ça a été livré donc en 2012-2013, donc voilà, il a enjambé la période. Les événements de l'époque n'ont pas été un problème pour lui. Donc je suis un peu dur, d'ailleurs c'est pas très, c'est quelqu'un qui a souffert pendant les années noires. C'est quelqu'un qui a tout perdu pendant les années noires. Il a perdu ses archives, il a perdu... la guerre civile a été très dure pour lui, parce que c'était son pays, c'était devenu son pays, c'était devenu sa ville, mais vraiment sa ville, au sens de sa ville. Et voilà, et c'est quelqu'un qui, à un moment, a eu un trou. Mais le trou n'était pas en 62, il était dans les années 90, en fait. Donc du coup, cette continuité de l'urbanisme et de la vision urbaine, depuis l'époque coloniale, elle est réelle. Et Sidi Abdallah en est une, parce que c'est une personne qui vient de cette époque-là. Beaucoup de géographes, d'urbanistes, ma mère a travaillé avec lui, Reda a travaillé avec lui, donc c'est des gens qui se sont un peu tous côtoyés. Et ici, on est chez aussi un architecte qui fait visiter, plus un chef de chantier qu'un architecte d'ailleurs, qui fait visiter sa maison. Et ça a été un schéma fréquent que j'ai eu dans mon travail, c'est-à-dire de la visite et qu'on m'amène. Et la vue de la terrasse, c'est un peu le clou du spectacle, entre guillemets, puisque c'est vrai qu'on fait visiter la terrasse. Mais à chaque fois, c'est une expérience problématique. En fait, sur les terrasses, en Algérie, dans les constructions, on a souvent les fers d'attente. Et cette photo s'appelle les fers d'attente. Et les fers d'attente, je l'ai remarqué, il y a 10 ans, j'aurais pas dit ça. Mais je pense que les fers d'attente, c'est vraiment maintenant sont à prendre littéralement. C'est une attente, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui va venir. Et je crois que c'est ce qu'on voit là, et tout le territoire est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a on se retrouve devant un territoire qui était agricole, avec un terrain qui a été retourné, mais une construction qui n'arrive pas encore. Et dont on ne sait pas vraiment d'ailleurs quel type de construction ça sera. Et finalement, même dans les intérieurs, une fois qu'on monte, eh ben, on a cet espace qui pourrait être 3 choses à la fois. Je pense qu'il y a une projection du chef de famille qui, entre guillemets, qui n'est plus non plus un chef de famille, parce qu'en fait, c'est un rôle, c'est des décisions qui se prennent à 2. Mais en tout cas, il fait visiter sa terrasse en se disant que ce sera peut-être une pièce supplémentaire qu'il mettra en location.
ce sera peut-être une pièce pour un enfant, mais aujourd'hui, les enfants ne viennent plus vivre avec leurs parents. C'est quelque chose qui se perd. Alors que la troisième possibilité, qui était celle d'en faire un espace finalement plus d'expérience, et c'est comme ça que la visite était vendue, hein, quand je suis monté, c'est-à-dire profiter de la vue. Les enfants étaient contents de monter pour jouer. Et ben, en fait, c'est une expérience impossible, parce qu'en fait, quand on arrive, il y a bien un effet de surprise et d'observation, de sidération du paysage. C'est assez troublant, parce qu'on observe bien le paysage. Et il y a quelque chose d'assez stupéfiant. Mais ce n'est pas une expérience je ne saurais pas dire plaisante ou pas plaisante, mais c'est une expérience perturbante. Et d'ailleurs, c'est assez troublant parce qu'à aucun moment on ne parle finalement de la vue, du paysage ou de sa qualité, mais on bascule assez vite sur le fait que qu'est-ce que ça peut être en termes d'investissement, quel cœur de boîte va venir s'installer, qu'est-ce qu'ils vont construire là-bas, donc des éléments matériels, mesurables, qui font que cet endroit que l'on est en train d'observer est bien. Voilà, et puis avec une inquiétude, bien sûr, puisqu'avec un enfant qu'on tient solidement dans les mains, puisque ici, il y a 8 mètres de profondeur sur la droite. Alors, mon expérience est un peu différente selon les villes que je connais, mais c'est vrai que les sols n'ont pas généralement il n'y a pas le même soin pour terminer, pour rendre les sols imperméables. Et donc, il y a ce sol poussiéreux qui témoigne aussi du fait que l'eau peut s'infiltrer. Bon, voilà. Et je dirais qu'il y a une différence entre, par exemple, une ville comme Amman, où c'est très, très poussiéreux, et puis une ville comme Beyrouth, où c'est sans doute un petit peu moins, mais c'est aussi parce que c'est plus bétonné. Moi, je voudrais juste... J'ai trouvé que ton commentaire sur les significations de la photo et la vie familiale dans cette image vraiment très frappant. Moi, du coup, je voudrais juste faire un commentaire esthétique. Je trouve que dans cette photo-là, il y a cette espèce de grand rectangle, triangle blanc, et absolument superbe. Il met une lumière très forte au milieu de cette image. Et il y a les ombres qui se projettent, donc on imagine qu'on est en fin d'après-midi. Et je suis extrêmement frappé par l'intensité lumineuse de cette belle photo. Je pense que sur la photo suivante, c'est encore une autre banlieue. Et au fond, je pourrais vous dire les noms de toutes les banlieues, mais au bout d'un moment, elles se répètent. Et là, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé avec des gens, donc assez souvent, ici, on a un projet soigné, c'est-à-dire de quelqu'un qui a construit sa maison en faisant des choix et qui a travaillé ses choix. Donc, sa maison est derrière moi. Mais moi, ce qui m'a frappé dans ce moucharabier, c'est en fait qu'à un moment donné, la personne, quand elle est venue, elle avait projeté, elle avait dans son imagination un territoire agricole vert. Et quand il en parlait, il y avait encore un chemin pastoral devant, qui passait juste devant. Donc, il voulait avoir la possibilité à la fois de se protéger de l'extérieur, d'un regard extérieur, mais il voulait aussi pouvoir, lui, avoir une idée de cet extérieur qui reste encore présent. Et en effet, quand il a construit sa maison, et la construction des maisons dure des années et des années, je vois que beaucoup hochent la tête, donc je pense que certains ont des expériences vécues de ça. Du coup, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que il s'est rendu compte que le paradoxe de la vie en banlieue, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il a urbanisé un territoire agricole, donc il n'était pas le seul à avoir cette idée, donc tout le territoire s'est urbanisé. Donc, et en fait, aujourd'hui, il se retrouve devant quelque chose où même les constructions suivantes dépassent sa maison. Donc, il n'est plus dans un territoire agricole, il n'a même pas un ciel qui peut faire penser au territoire agricole. Et où, en fait, ce seuil, et moi, c'est ça qui m'avait étonné chez lui, c'est que je voyais qu'il revenait souvent à ce moucharabier avec le Ruba al-Hizb, qui est le quart de section qu'on voit qui conclut les parties du Coran. Il avait mis du temps à le trouver. Et ce seuil qu'il avait imaginé, qui était un seuil qui devait marquer un écart avec l'extérieur tout en gardant la présence de l'extérieur visible et présente, aujourd'hui, ça se mettait à le perturber. Et c'est quelqu'un qui ne voulait plus rester en fait dans cette maison. C'était quelqu'un qui était venu d'Alger et qui avait aménagé ici. Et ce qu'il avait autour de lui, ce qu'il y avait derrière son mur, lui donnait envie de partir en fait. Et de revenir dans un environnement urbain, quitte à faire, en tant qu'à faire. Et quels sont les réseaux qui se mobilisent pour la construction des habitations, mais également des quartiers? Je pense un peu à l'expérience de l'Amérique latine. Il me semble que c'est justement des expériences aussi collectives de construction des appartements, mais qui finalement c'est aussi
la construction d'un espace collectif qui est celle du quartier du Bar. Et dans ces cas, ce sont lesquelles relations, c'est des familles où en fait il y a tout un voisinage qui est mobilisé. Et est-ce que c'est une expérience collective finalement? Je pense, alors je ne connais pas, mais c'est par exemple si moi je compare à ce que je connais au Brésil où je vois de quoi tu parles, mais où souvent il y a déjà un premier bâti en fait à partir duquel on parle, et il y a des communautés en fait qui vont améliorer ce bâti. Et là ça n'existe pas, c'est un urbanisme à la dure. On rase les bidonvilles, on définit des périmètres et on accepte deux types de construction, celle des grands immeubles où là il y a un promoteur immobilier. Après c'est un plan local d'urbanisme comme en France et on affecte des territoires. Des délimitations pour que les particuliers construisent. Ce qui fait que l'échange, en effet, devient parfois compliqué. Puisque quelqu'un qui veut se dire « je construis en ayant conscience du dehors bah, », il prend un risque du coup, parce qu'il ne sait pas qui est ce qu'il y a à côté en fait. Alors là aussi, je ferai un commentaire plus formel. Je suis très sensible sur cette image à la porosité en fait, dont témoigne ce dispositif, avec à la fois le passage de la lumière qui est réfractée, qui est un petit peu transformée, et je trouve que ça donne un très beau contraste entre les noirs et les blancs de cette image. Mais cette porosité, elle est ressoulignée aussi par le passage de la végétation aussi. Donc j'aime bien ce qui montre aussi comment cet objet a vécu justement ici. Et on voit aussi que le béton a été, le ciment a été un peu patiné. Donc il y a cette porosité à travers le temps et à travers l'espace. Donc le dispositif, il capte très bien ça. Puis on peut bien sûr dire aussi, s'interroger. Le moucharabier, quand on pense le moucharabier, c'est une sorte de volet en bois dans la ville arabe traditionnelle. Et là, il y a ce réinvestissement et cette industrialisation à travers la fabrication de moucharabier en ciment. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ça témoigne de la diffusion d'une culture ou de la réappropriation dans la culture populaire de cet objet classique, traditionnel de la ville, mais à une échelle démultipliée et du coup qu'on peut transposer bien au-delà du centre-ville. Je pense que c'est dans une logique d'aller-retour, parce qu'en fait, je pense que c'est typiquement un objet que les architectes modernistes des années 30 ont repéré immédiatement comme étant exploitable, et dans une logique de coïncidence. Les gens des pays arabo-musulmans se sont dit « Ah, ça vient de chez nous », et du coup ont pu s'approprier beaucoup plus facilement ce type d'architecture, parce qu'elle leur était familière et qu'elle utilisait une géométrie, des motifs qui étaient les leurs. Et qui correspondaient aussi à des pratiques qui étaient les leurs. Et des pratiques, bien sûr, oui, tout à fait. En fait, je constate, puisque moi je suis d'Oran, et je constate, en fait, on a tous la même manière avec les barbelés d'attente. Et je me pose la question si c'est pas un état d'esprit qui est le au cas où, qui est général, mais je me demande pourquoi on pense comme ça, on pense tous à au cas où. Genre, je veux dire, qu'est-ce qui nous fait penser à tout ça, avec la même manière de penser Et je trouve ça un peu drôle, mais aussi un peu, je sais pas, bizarre. C'est une question difficile, je sais pas répondre. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, du coup, pour moi, c'est l'attente, en fait. Parce qu'on est arrivé à ce moment-là, en fait, faire d'attente. Et je pense que c'est un peu le thème de cette expo. C'est-à-dire qu'il y a des potentialités, il y a des craintes, il y a plein de choses qui jouent. Mais en fait, je ne sais pas si là je pourrais répondre à cette question parce que j'ai peur de basculer dans des considérations générales sociologiques où je ne veux pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il me semble qu'il y a des choses qui se jouent dans la ville au-delà d'intérêts particuliers et individuels qui font que ce genre de choix sont difficiles, qui font que ramener à l'individu, c'est compliqué. En fait, voilà, et il y a une histoire compliquée derrière aussi, de toute façon. Donc, de pertes, d'acquisitions, de choses nouvelles qu'il a fallu apprendre à utiliser. Et je pense que l'urbanisme des pays du Sud, il a fallu se débrouiller avec des choses qui ne venaient pas de l'espace culturel du Sud. Et il a fallu travailler avec en sachant que la terre, quand on fait un trottoir, la terre, elle se fend au bout de 5 ans. Ça fait une grosse crevasse, que ce n'est pas le même sol que dans le nord de la Méditerranée. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui font qu'à un moment, le au cas où, il répond aussi à ça. Il répond aussi au fait que
la conception architecturale de la société et de la ville occidentale, je ne suis pas sûr que ça marche dans la ville du Sud de la même façon, en fait. Il en faut. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que dans la ville du Nord, ça marche tant que ça. Mais en tout cas, je pense que cette idée de la conception, de concevoir une ville, de concevoir un espace, voilà. Donc du coup, je pense qu'on se garde des possibilités par rapport à ça, en fait. Là, on est toujours à Sidi Abdallah. C'est vraiment des époques différentes. Hein. D'ailleurs, celles que je montre en premier de Sidi Abdallah sont paradoxalement les plus récentes. Celles-là sont un peu plus anciennes. D'ailleurs, si on voit le territoire ici, on est de l'autre côté d'ici. Donc c'est le contrebas. Et c'est deux paysages. Je pense que sur ce mur, c'était ça ma question. C'était qu'est-ce que c'est ce que j'ai posé comme question au départ? Qu'est-ce que c'est que ce paysage qu'on dit c'était mieux avant, les paysages, mais en fait on s'aperçoit qu'on n'est pas capable de le définir. Quel était ce paysage idéalisé d'avant? Là, à Sidi Abdallah, on a quelque chose où les gens ont commencé à construire. Donc on est toujours dans cette logique de territoire agricole urbanisable. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'était la question du palmier, en fait. C'était le palmier qui, en effet, dans la banlieue algéroise, la nouvelle banlieue, est devenu l'arbre dominant. Il faut voir que dans la ville coloniale et dans la ville arabe, c'était plutôt une ville de pinacées, qu'avec la colonisation sont arrivées d'autres essences, le ficus notamment, qu'on voit partout à Alger, mais qui vient plutôt de l'espace pacifique et qui a été acclimaté. Et qui est vraiment associé, et le caroubier aussi, qui sont deux arbres associés à l'époque coloniale, qui sont très présents. Mais là, le retour du palmier est très troublant. On voit des avenues entières bordées de palmiers. Aujourd'hui, quand on sort de l'aéroport, on a l'avenue qui mène à Alger, qui est entièrement bordée de palmiers. Et ici, à Sidi Abdallah, il y en a un là. Et il y en a d'autres là, en fait. C'est des palmiers plantés dans le sud et amenés massivement dans le nord et qui ont été plantés en peu d'années, en fait. Hein. Et toute cette banlieue est devenue une banlieue de palmiers. Et ce qui m'avait troublé dans cette rue, c'est que finalement, elle n'était pratiquement pas fréquentée, même si là, on a 2 immeubles habités. Ici, on a aussi des immeubles habités, mais on avait des constructions ici, donc quelque chose qui est encore en train de se faire. Et puis ces arbres qui étaient plantés pour l'aménagement, pour atténuer l'effet de la route aussi, mais avec ce symbole du palmier qui maintenant devenait le nouvel arbre symbolique de la banlieue qui allait vers le sud. Hein, et avec cette idée aussi que le palmier a un peu un arbre mythique dans l'espace méditerranéen, c'est un arbre biblique, c'est un arbre coranique qui porte cette idée de refuge, de nourriture. Et je pense que du coup c'est un peu un surlignage gras fait et par moi, mais je pense aussi par les autorités qui plantent cet arbre. Il y a eu des polémiques, des blagues. Le Premier ministre en avait fait un discours sur les palmiers qui tombaient dans la route, puisque de les planter sur le bord d'autoroute, forcément, tous n'avaient pas pris. Voilà. Mais en regardant cet arbre mythique, qui est en fait un arbre qui vit avec l'homme, puisque le palmier dattier ne vivrait pas sans l'homme, en fait. C'est-à-dire que c'est l'homme qui pollinise lui-même l'arbre pour qu'il puisse pousser, et c'est l'arbre des oasis. C'est aussi un arbre qui est le souvenir d'une époque où le Sahara n'était pas un désert, en fait, c'était une savane. Et c'est un arbre qui, aujourd'hui, dans sa vie, vit avec l'homme. Celui-là a un statut particulier, puisque c'est il vient du seul endroit qui, aujourd'hui, a un climat relativement pas si éloigné de cette époque-là, c'est les îles Canaries. En fait, c'est un palmier dattier des Canaries. En fait, c'est un palmier dattier qui a un tronc très bas, donc qui occupe énormément d'espace, puisqu'en fait, il est très très large, il fait jusqu'à 8-12 mètres de large. Et là, c'est un palmier des Canaries qui a été planté, et qui, lui, par contre, est très cultivé parce qu'il s'adapte très bien. Il a un taux de réussite, en fait, très fort. Et je pense qu'il a aussi cette faculté symbolique qui, aujourd'hui, est recherchée et, je pense, rattachée à un mouvement conservateur général de la société et des autorités, à travers le symbole du palmier dattier comme un arbre du monde arabe. Peut-être un petit commentaire pour moi. Ce que cette photo dit, c'est le contraste entre la ville planifiée et
son appropriation assez lente et un petit peu erratique. La ville planifiée, parce que là on sent que le gabarit de la route c'est en fait une voie d'une autoroute qui est doublée de l'autre côté. Ça c'est le petit terre-plein central. La planification, c'est aussi de planter des arbres de culture d'une manière générique, avec une signification effectivement à qui on donne une valeur identitaire, mais qui en réalité marque, comme tu l'as dit, aussi une forme de retournement de tradition, ou même de réinvention de tradition. En fait, c'est des choses qu'on va voir à Beyrouth aussi, par exemple, mais éventuellement à Amman. Mais Beyrouth, qui est une ville méditerranéenne comme Alger, pas du tout une ville où il y avait où il y avait des palmiers, c'était au contraire, il y avait des jacarandas, et aujourd'hui la corniche de Beyrouth est plantée de palmiers également. Donc il y a une forme d'homogénéisation aussi, à travers des idées urbanistiques un petit peu finalement standardisées et banales, et aussi des stratégies, des business, parce que voilà, les importateurs de ces palmiers, ils gagnent de l'argent, donc c'est aussi une forme de reproduction économique qui se joue derrière. Oui, ouais. Ouais. Oui, et d'ailleurs, ces arbres, l'Algérie exporte beaucoup de pétrole, et elle s'est mise à exporter ces types de palmiers décoratifs. Donc il y avait une logique économique derrière de soutenir d'une industrie. Tu m'avais dit mercredi que c'était pas un arbre qui avait tant de qualité que ça comparé au climat, notamment. Si on réfléchit par rapport au climat et par rapport à des arbres qui ont des hautes frondaisons et qui peuvent faire de l'ombre, ça fait pas d'ombre, quoi. À côté, c'est une base de loisirs. Je reprends le mot qui est utilisé dans le lieu, est présenté comme base de loisirs. Et cette base de loisirs, en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est que finalement, on a une impression de paysage d'Europe, en fait, ou en tout cas d'un paysage standard, d'un paysage extrêmement, qui est complètement artificiel. Donc tu m'avais demandé quelles étaient les cultures. C'est du blé, en fait. Je me suis trompé, c'est pas de la luzerne. Donc du coup, c'est d'un champ de blé qui a été reconverti en un parc d'attractions, en fait. Et là, c'était un moment où, typiquement un moment d'indétermination, puisqu'en fait, il y a un premier projet économique qui n'a pas marché. Ils ont construit le lac, c'est le cas de le dire, qui est une bassine, en fait. Ils ont construit des chemins avec des éclairages, en fait, un petit paysage de promenade, qui vient, je pense, d'une culture qui pourrait être la culture Disney, en fait, entre guillemets. Parfois, on peut même se poser la question de savoir si ce parasol avait une utilité initiale ou il avait une utilité presque plus décorative. Mais le chantier n'ayant pas marché, il n'y a pas d'usage. Plus tard, le chantier a marché. Derrière, le champ a été conquis par des activités de type centre de loisirs, mais parc d'attractions. Voilà. Mais du coup, moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'était de voir à quel point, là, on avait l'inverse de tout ce qui était dans le propos, c'est-à-dire un paysage idéalisé, et finalement quelque chose qui était un paysage qui était considéré comme quelque chose d'hérité, quelque chose dont il fallait faire attention, quelque chose dont on tenait, qu'on avait reçu en héritage, entre guillemets, et puis on basculait dans quelque chose d'autre qui était finalement, non, en fait, un paysage, c'est pas que ça, on peut même en fabriquer, et regarde, voilà ce que j'en fais. Et ce paysage qui du coup est producteur d'une expérience assez pauvre, puisqu'on voyait que le premier paysage était souvent une interprétation d'une expérience du territoire, d'une expérience vécue, et qui n'était pas l'objet paysage occidental, alors que celui-là, c'est une transposition de l'objet paysage occidental et son plaquage, sa transformation du territoire, pour en faire un paysage qu'on trouvera partout, à Dubaï ou ailleurs. Oui, je pense que ce qui est intéressant là, c'est l'idée d'une forme de marchandisation du paysage. C'est-à-dire non seulement la fabrication, mais la marchandisation à travers la reproduction de figures simples, banales, qui circulent d'un endroit à l'autre.
Ouais, alors, une des choses que je disais tout de suite, c'est que en fait, je connais un endroit au Liban où ils ont fait un peu la même chose, une sorte de petit lac. C'est un mania local qui a fait pour sa petite ville du nord du Liban un espace qui est un peu un espace d'attraction. Mais justement, en fait, ce n'est plus le jardin public qui était un lieu d'édilité dans l'urbanisme classique. Avec des formes de codage aussi, mais pas cette idée d'un espace marchandisé. Alors que là, le paysage devient marchandisé, il passe par la reproduction d'images assez pauvres, et au fond, il est aussi susceptible d'échouer donc, et d'être refait. Et la valeur d'usage de ces espaces, d'espaces de jeu, d'espaces de liberté, d'invention, qu'on peut avoir dans des jardins publics, a quelque part disparu. Donc, c'est aussi ça qui est un petit peu étonnant et surprenant, et un peu attristant en fait, dans ce genre de paysage, justement. Une des expériences du paysage que j'avais constatée, et Eda qui m'a beaucoup accompagné, j'ai noté qu'une des références du paysage, c'était souvent la route. C'est-à-dire là où les gens faisaient une expérience du paysage et posant la question, les gens disaient tu le vois depuis tel point de vue. Et en fait, tel point de vue, c'était souvent une route, une autoroute, un croisement de route, une sortie d'autoroute. Donc du coup, et c'est le cas ici en fait. Et à un moment donné, je lui avais dit, à un moment, je voyais beaucoup de petits bidonvilles dans des champs. Et c'était un sujet que j'avais envie de photographier. Je n'avais pas trouvé le bon point de vue. Soit parce que j'étais trop dedans, soit parce que ça ne donnait rien en fait. Et un jour, et c'était vraiment, j'étais venu de l'aéroport, et il m'a dit j'ai trouvé ce que je pense que tu peux, mais il va falloir faire vite parce que c'est sur le bord d'autoroute, je vais t'arrêter. Et voilà, c'est vraiment une photo où on s'est arrêté sur le bord de l'autoroute. Malheureusement, il s'était arrêté un peu loin, donc j'ai dû refaire marche arrière, et il est resté un peu plus longtemps qu'on aurait dû. Mais voilà, et c'est ce point de vue en contrebas qui était l'image que je cherchais, et qui était en fait aussi ce paysage. Je me suis rendu compte qu'après, je voulais un bidonville au milieu des champs, mais qu'en fait, c'était aussi le paysage de référence dont aujourd'hui, en fait. C'était la manière dont on observait et on concevait ce paysage. Et quand on le regarde dans le détail, ce paysage, c'est un champ d'agrumes, un verger d'agrumes qui n'a probablement pas bougé en plusieurs siècles. Puisqu'en fait, cette ville s'appelle Kharaïsia, parce qu'il y a une tribu qui s'appelait la tribu des Kharaïsia, qui possédait ces terres. Quand l'armée française est arrivée, elle a rebaptisé ce village Krecia, donc pour garder la phonétique. Mais derrière, on a segmenté les propriétés. Donc cette terre qui était à la fois une terre agricole, mais aussi une terre de passage et de bâture, a basculé dans le champ de la propriété privée. Les propriétaires ont changé. Et ce n'était plus ce dont tu parlais tout à l'heure, qui était finalement une sorte d'usage partagé à plusieurs tribus et une propriété selon l'usage. On est basculé à une propriété dure. Et aujourd'hui, on le voit en fait dans cette image que les règles de la propriété dure, elles jouent, parce qu'on pourrait penser que ce bidonville s'est installé là par accident. En fait, le propriétaire du champ, qui est très probablement pas du tout l'agriculteur, il a laissé les bidonvilles se développer. Parce que pour lui, c'est un instrument de jeu. Et je vous ai dit le vide au départ qu'il y a dans le bidonville qui a été rasé. C'est en fait un vide qui démontre des jeux de pouvoir, en fait, et des pressions. Et c'est aussi le cas ce qui se joue ici. Parce que s'il laisse ça, c'est que cette terre est encore agricole. Il en garde encore une partie, et le jour où il pourra en faire un terrain urbanisable et le vendre en tant que terrain urbanisable, il gagnera beaucoup plus. Et il sent que c'est pas très loin, puisqu'en fait, on a la ville de Kharaïsia qui avance sur le champ. Et du coup, le fait de laisser un petit bidonville est une des modalités utilisées par les propriétaires de terrains agricoles pour jouer dans ces jeux de pouvoir. Et de pouvoir dire aussi, vous voyez, messieurs, mesdames, le préfet, mon terrain est en cours d'urbanisation de fait. J'aimerais qu'on accélère la chose parce que bientôt il va y avoir un grand bidonville. Je ne pourrai plus maîtriser. Et le grand bidonville, c'est un peu ce qui fait très peur aux autorités, en fait, puisque du coup, ça devient visible. Et la ville, une autre ville devient visible aussi. Et ce qui inquiète, c'est une autre manière. C'est-à-dire qu'on pourrait vivre autrement qu'à travers des constructions bien pensées, bien conçues. Et cette idée-là,
inquiète. Donc on est aussi là aussi, je pense, dans une situation de négociation qui est visible à l'échelle du territoire. Je suis vraiment très intéressé par cette explication, parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on pense quand on voit bidonville. On a tendance à penser à voilà, il y a des intrus qui squattent une terre, etc. Et en fait, ce que tu soulignes à juste titre, c'est qu'il y a quand même, on est dans une logique de propriété. Le propriétaire, s'il veut chasser ces gens du bidonville, il les chasse, alors que là, certainement, il est un petit peu payé, et il en tire, enfin, il s'en sert. Donc, effectivement, c'est pas les images parfois caricaturales qu'on a, voilà, parce que les grands bidonvilles, en fait, s'installent souvent sur des terres sur lesquelles ils peuvent avoir des prises par à la fois le statut foncier incertain, souvent c'est des terres collectives aux droits mal résolus, et où en plus il y a souvent des affaires de clientélisme, et donc ils arrivent à négocier avec les autorités politiques de rester. Là, c'est tout petit, c'est contenu, et on voit bien qui maîtrise, c'est le propriétaire privé. Et d'ailleurs, justement, sur cette logique de propriété privée, je ne sais pas, moi, si ces agrumes datent de plusieurs siècles, je ne serais pas si affirmatif. On est là dans la proche banlieue, enfin, le territoire agricole proche d'Alger, qui a été fortement mis en valeur par la colonisation française, à l'issue d'opérations d'expropriation massive, justement, des terres tribales pour les colons. Donc, en fait, et ensuite, il y a des Algériens qui ont récupéré ces terres privées. Donc, je pense que c'est à ce moment-là, sans doute au moment de la colonisation, qu'il y a dû y avoir une intensification des cultures, et les oranges étaient un fruit d'exportation vers la métropole. Donc, je pense qu'on doit aussi lire ce paysage plutôt dans une logique de peut-être un siècle et demi, et pas plusieurs siècles. Oui, bien sûr, en effet. Ouais. C'est un siècle et demi, et cette bascule vers la... Et je pense que sur l'histoire de la propriété, les années 70-80 ont joué, et les années 80 en particulier, parce que ces terres ont été des terres d'État pendant très longtemps, ou des terres en copropriété. Avec parfois des gens qui travaillaient dans les fermes coloniales, qui sont devenus propriétaires de la collectivité, de cette terre collective. Et les années 80 ont lancé une prédation de type capitaliste, puisqu'on a proposé aux gens qui travaillaient ces terres et qui en étaient en gros les usagers d'en devenir propriétaires. Et tous ne le pouvaient pas. Donc c'est là où des investisseurs sont arrivés, et c'est bien de ces investisseurs dont on parle, qui sont en fait ceux de la deuxième photographie en fait. Et ici on a une petite photo de la cité des 600 de Ain el-Melha. Alors c'est la cité des 600, c'est le premier projet qu'on a appelé de l'AADL. L'AADL, c'est un programme d'accession à la propriété lancé par l'État algérien. Parce qu'en fait, les années 2000, il y a eu le premier mouvement pour se dire qu'à un moment donné, il fallait loger tout le monde. C'est le moment où la ville a commencé ces grands bidonvilles étaient devenus très visibles, et surtout les classes moyennes elles-mêmes commençaient à s'entasser dans le centre-ville. On avait la troisième génération qui arrivait post-indépendance, et toujours ces petits appartements coloniaux qui ne convenaient pas. Donc c'est là où sont arrivés ces programmes, et cette cité-là était la première d'entre elles. Ça a été le premier où on a dit à des gens qui avaient un certain niveau de revenus, l'État va abonder votre investissement et vous allez devenir propriétaire de votre immeuble, de votre appartement dans votre immeuble, et vous allez être copropriétaire. Et puis vous ne serez plus entassé dans le centre-ville, vous allez avoir des appartements de la taille que vous voulez. Sauf que ça, c'était dans les plans. Et le premier projet, et les premiers acheteurs ont acheté en 2004 la cité donc, des 650 logements de Ain el-Melha. Et en fait, elle a été livrée en 2016. Donc, en fait, les gens ont attendu 12 ans. 12 ans parce qu'en fait, une fois que le chantier a été construit, on s'est rendu compte que la route qui était bien qui était dessinée ici, eh bien en fait, elle pouvait pas être faite parce qu'en fait, le terrain, si on faisait cette route, ça fragilisait tout le terrain qui était là, et que derrière les immeubles ne tiendraient pas. Donc en fait, la route est visible, mais le sol a été renforcé aussi en dessous en fait. Donc, la première entreprise qui avait vendu le projet, elle a fait faillite parce qu'en fait, elle n'avait pas fait la bonne étude du terrain. Ensuite sont venus les conflits de partenariat de l'Algérie avec une entreprise turque, puis chinoise, italienne, japonaise, voilà, et où on sentait que des choses qui ne relevaient pas forcément
d'une logique économique qu'on avait joué. Et surtout cette incapacité de l'Algérie à produire d'elle-même en fait ces logements. Donc il fallait passer par des prestataires étrangers et des accords de partenariat parfois avec des pays pour que des ouvriers viennent en fait. Des ouvriers chinois sont venus massivement construire en Algérie parce qu'il n'était pas facile de trouver la main-d'œuvre algérienne pour construire en Algérie. Alors qu'en France, on la trouve, donc c'est un peu bizarre. Mais voilà. Et du coup, on a ce paysage de la cité des 650. Là aussi, je voudrais juste dire qu'à un moment donné, j'en avais entendu parler, la cité des 650. Je m'étais dit un jour, je la photographierai. Et un jour, j'ai juste été déjeuner chez ma cousine qui venait d'emménager dans la cité des 4000 et quelques logements qui est juste en face. Et elle m'a dit, c'est la cité des 650 logements que tu as juste en face. Donc je l'avais juste en face, alors qu'en fait, au début, ce qui m'avait frappé pour la photo, c'était le fait qu'il y avait un troupeau qui passait, un troupeau de chèvres. Donc du coup, c'est ce que tu as noté, c'est qu'il y a probablement un vieux chemin de pâture, un vieux chemin de passage, et on est dans le quartier du Gué de Constantine. Donc le Gué, un passage, donc auparavant il y avait un cours d'eau, on faisait passer ces chèvres. Et puis on voit à travers la toponymie, Ain el-Malha, ça veut dire la fontaine salée. Donc c'était la fontaine où les chèvres, les troupeaux ne pouvaient pas boire en fait. Et d'autres, Ain Nadja, on a d'autres noms comme ça où les lieux-dits indiquent que c'était ce territoire avant. Mais ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'à un moment, quand elle m'a dit c'est la cité des 650, j'ai eu un truc, la cité des 650, et j'ai réalisé qu'en fait elle-même disait j'habite dans la cité des 4200, et en face ils sont dans la cité, et je travaillais en même temps à la Courneuve en fait, dans la cité des 4000. Et donc du coup j'ai réalisé, j'avais posé la question ici, ce chiffre avait quelque chose de massif et d'imposant, et de dire on est des 4000, et là les 650 c'est les premiers 650 logements, il y avait quelque chose de la sortie d'Alger et d'être dans la cité des 650 logements. C'était un accomplissement, quelque chose de l'ordre du chiffre, même si ma cousine me dit c'est bien ridicule, un jour on va leur trouver un nom. Mais elle disait, ils sont tellement débiles pour trouver des noms plus compliqués que... Donc du coup, on garde 4000 ou 6200 parce que le nom qu'on choisira va probablement avoir des références inaccessibles pour nous. Alors c'est marrant ce jeu de référence avec d'autres villes, et en l'occurrence avec Paris, parce que moi quand j'ai vu la première fois cette photo, c'est une autre référence qui m'a frappé. J'étais très sensible à la géométrie de cette photo, c'est la verticalité des travées de ces immeubles qui m'évoque en fait la ville de Sanaa au Yémen, avec ces immeubles en terre que vous avez sûrement vus, qui peuvent faire jusqu'à 10 étages. Donc là, il ne s'agit pas d'immeubles en terre, il s'agit d'immeubles en béton, bien moderne, mais avec ce rythme très découpé comme en lanière ou des petits gratte-ciel. Et donc voilà, je trouve dans tes images depuis souvent des allusions ou des possibilités de correspondance avec d'autres villes du monde arabe, et donc ça évoque une forme de poésie, voilà, tout comme il y a dans cette image cette poésie étonnante de ce troupeau de chèvres qui passe sur cette route vide devant ces immeubles super modernes. Mais donc je trouve que c'est une magnifique photo. En fait, si le troupeau peut reprendre ce chemin-là, c'est parce qu'en fait, on est un vendredi à midi. Et pour ceux qui connaissent Alger, le vendredi à midi, la ville est vide parce que c'est l'heure de la prière, en fait. Voilà. Même s'il y a des gens. Et je crois que tu m'avais fait une remarque aussi sur le sol. Oui, alors c'est vrai. Quand on regarde de près, là, on voit que le sol, visiblement, on repère peut-être d'anciens empierrements d'origine agricole qui tenaient le sol. Et il y a un contraste entre la bordure bétonnée de la rue, de cette voie routière ou autoroutière, et cette bordure d'anciens terrains agricoles, et qui témoigne aussi d'une forme d'inachèvement de ce programme immobilier, d'un espace qui trahit encore la campagne finalement, et ça évoque un peu cette ville inachevée, comme on a sur cette autre image de la banlieue planifiée mais encore en fabrication, et comme on retrouve à l'échelle des habitations et des projets individuels cette ville en attente, on a également cette dimension d'une ville qui
voilà, qui reste un petit peu entre deux. Ici, c'est Ouled Fayette. La ville s'appelait, toujours, je vous ai dit, Khreissia, c'est appelé Khreissia, puis est redevenu Khreissia. Ouled Fayette est devenu Lafayette, puis est redevenu Ouled Fayette. Et en fait, ça, je veux parler de la personne qui m'a amené là parce que je pense que c'est un point important de cette image. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait acheté, comme ici, un plan. Donc on est quand même dans des constructions un poil plus bourgeoises ici. C'est-à-dire que ici, c'est déjà de l'accession soutenue, mais plutôt pour des classes moyennes. Ici, c'est classe moyenne supérieure. Voilà, et cette photo s'appelle Rue intérieure. Et en fait, c'est-à-dire que cette personne venait de recevoir sa clé, en fait. Et c'est-à-dire qu'elle avait acheté cet appartement en 2000, au milieu des années 2000, peut-être un peu même avant. Et elle a reçu la clé vers 2015. Et en fait, entre 2004 et 2015, il faut imaginer quelqu'un qui avait 4 enfants de 8 à 15 ans, ben, il a des enfants de 18 à 25 ans. Donc c'est quelqu'un qui se retrouve avec un appartement 5 pièces, un balcon et autres, et qui va venir y vivre avec son mari et c'est tout. Donc du coup, la projection est plus du tout la même en fait. Et pour moi, la visite, ça m'a fait réaliser aussi que finalement, toutes ces projections, cette cité des 650, cette cité à Ouled Fayette, elle est avec cette rue intérieure qui était ce qui a été vendu en fait. Hein. C'est une rue intérieure. On voit ici qu'il y a les cases pour les magasins. Donc en fait, on va tout y trouver. Il y avait même un bureau postal en fait. Donc cette rue intérieure, en fait, en visitant, et assez souvent en visitant avec des gens qui allaient rentrer ou qui venaient de rentrer, on se rend compte qu'il y a cette projection qui a duré parfois des années, liée à des noms de projets, dont on parle, dont beaucoup de gens parlent, des appartements, des tailles d'appartements, des surfaces, des mètres carrés, des images, parce que vous imaginez qu'un promoteur immobilier, il a fait des images joyeuses de ça, avec des enfants qui jouent partout, de la verdure. En fait, toute une série d'informations, de mesures, de données qui sont des aides à la projection. Et qu'à un moment, pendant ce temps-là, les enfants ont grandi, il y a eu une vie, avec ces 12 années, elles ont été plutôt expérimentées sous l'angle de la douleur, parfois un peu douloureux parce qu'on était tous comprimés, mais c'est aussi une expérience en fait, c'est la chair de sa vie. Et d'un seul coup, on arrive là, et je pense que c'est ça que j'ai vu, c'est de se dire, on se confronte à quelque chose qui est la promesse, qui est quelque chose qui reste à faire. Alors que derrière, ce qui avait fait la vie et les petits bonheurs et les petites douleurs, il n'est plus là. Et je pense qu'il y avait dans cette visite quelque chose de ça, finalement, qu'à un moment donné, on allait arriver dans ce nouvel endroit, qu'il était étrange, et qu'en fait, une fois qu'on avait toute cette attente, tout ce temps, toute cette projection, il allait encore falloir du temps pour que ça devienne chez elle. Un géographe que j'aime beaucoup, qui est décédé aujourd'hui, mais qui avait beaucoup réfléchi sur les rapports entre la ville et le temps, il écrivait que la ville est toujours quelque part asynchrone à elle-même. Donc autrement dit, elle est toujours en décalage temporel avec elle-même, Marcel Roncaiolo. Et je trouve que, souvent, quand on pense à ça, c'est qu'on se dit la ville est en retard, justement les infrastructures ne sont pas arrivées, etc. C'est des choses que tu as d'ailleurs dites à un moment donné. Mais là, c'est en quelque sorte la ville qui est en avance, enfin pas en avance, mais les bâtiments, non, ils arrivent en retard par rapport à la vie des gens même. Mais du coup, ça crée cet inconfort temporel très étonnant, et donc avec ce drôle de paysage, cette drôle de rue intérieure qui est vide. Je trouve que c'est très saisissant, et finalement c'est vrai que cette question du temps et du décalage temporel entre les vies des habitants et le rythme de l'urbanisation officielle est tout à fait saisissant dans les images que tu nous montres. Je pense que la conception de cet espace a été faite à la sortie de la guerre civile. Donc avec un grand besoin de resserrer les communautés. Et je crois qu'aujourd'hui, j'en ai pas vu beaucoup qui ont ce genre d'urbanisme fait avec la rue intérieure. Oui, c'est vraiment
Par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est de ces espaces communautaires et qui fonctionnent bien. J'ai grandi en partie à Brasilia. Et je pense que la rue partagée entre 4 blocs, par exemple, est quelque chose, je l'ai vu, ça fonctionne, en fait. Ça crée quelque chose, surtout avec cette ville verte, avec ces espaces verts. Et c'est ce qui m'étonne. Et c'est marrant parce que ce qui m'étonne aussi avec Brasilia, c'est que cette terre, ce sable, la Brasilia, c'est une ville de terre rouge, elle est partout. Et pourtant, elle n'est pas aussi dérangeante qu'Alger. Elle n'a pas ce côté où on a l'impression qu'elle érode la ville quasi instantanément, en fait. Et il y a quelque chose d'autre qui se passe là, dans Brasilia et qui fait que ça fonctionne et ça prend. Et c'est vrai que pour moi, c'était un vrai sujet. Et je pense que dans cette photo, c'est quand on arrive c'est une photo où je suis arrivé chez une personne. C'est une visite un peu comme ça, mais sauf que là, j'avais personne d'autre pour m'accompagner. Donc c'est une relation un peu... Et c'est marrant parce que les photos, j'ai l'impression, en tout cas moi je le sens, je trouve que cette séquence de 3 photos viennent du même endroit. Elles avaient un peu cet échange qu'il y avait avec lui, qui était finalement, il y avait moins d'intermédiaires personnels en fait, si on va dire de connaissances ou ces choses-là. Je pense que cette personne m'a montré cette salle d'accueil qu'il avait conçue. Il avait fait concevoir avec un architecte sa propre maison. Et quand il est monté, il a ouvert la fenêtre. Et je pense que la pièce était dans le noir. Je pense que je vous l'ai dit, je travaille à Alger l'hiver parce que je trouve que la lumière est souvent assez rasante, plutôt douce, ça crée des ombres. Mais dans cette pièce, en fait, lui, il l'avait aménagé et il était dans sa maison. Mais ils en avaient une perception assez différente. Lui était content, il l'avait conçue, cette maison, et il y était bien. Son épouse ne se l'était pas encore appropriée, en fait. Et surtout, quand il a ouvert la fenêtre pour laisser entrer la lumière, ce qui m'a frappé, moi, c'est que cette fenêtre, donc ce seuil vers l'extérieur, c'est que lui avait sa maison finie, mais que l'extérieur était complètement en cours, en fait. Et que dans la séquence de la construction et de l'urbanisme, on s'imagine que derrière, on va d'abord concevoir une ville, des maisons, et on va ensuite les arranger, peut-être en faire les insérer dans un paysage, et ensuite on va les expérimenter, en vivre, et avoir une expérience dans la durée, en fait. Donc l'inverse de ça, au sens plus Bergson. Et là, en fait, on ouvre, et je pense que c'est un peu ce que c'est un peu cette expérience, c'est de l'encours, en fait, de quelque chose qui est de l'attente d'un paysage qui est, et parfois, ça dure, c'est-à-dire que cette image a un certain nombre d'années. Je suis pas sûr que le paysage, en ouvrant sa fenêtre, ça avait beaucoup changé, en fait. Tu disais que c'était Belleville, tu avais fait cette expérience à Belleville. Et la deuxième, c'est tu demandais s'il y avait eu de la corruption. Alors, je pense que sur le deuxième, oui, mais je pense que c'est presque... Oui, l'entreprise japonaise, par exemple, je sais qu'il y a eu une histoire de corruption. Donc, c'était à la fois de la corruption et un peu dans les médias la faute aux Japonais. Mais on n'en a jamais les détails, en fait. En réalité, on ne sait pas quelle est la part de corruption acceptée et qu'est-ce qui la rend d'un seul coup intolérable. Et ces 3 photographies sont prises le même jour et probablement en moins d'1 heure. Donc, et c'est le seul, je pense que dans tout mon travail, c'est la seule fois et j'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal, c'est typiquement un bloc d'images qui est réapparu il y a quelques mois, parce que je ne savais pas travailler avec, j'avais pris les photos, mais je ne voyais pas comment ça pouvait rentrer dans mon travail. Et c'est rentré par celle-là, puisque je m'étais posé la question du paysage, de la construction du paysage, du fait que c'était un mot qui revenait très souvent, et que derrière, en arabe, le mot paysage, on entend tout de suite, ne veut pas dire la même chose que le paysage occidental, en fait. Ce n'est pas un objet détaché, ce n'est pas une construction autonome. Quand on dit manzor, c'est une expérience d'observation. Ça s'entend comme je suis en train de regarder quelque chose, je suis en train d'apprécier ce que je suis en train de voir. Et quand on dit l'autre mot, c'est mashhad, c'est vraiment qu'on se bascule carrément dans une expérience esthétique ou dans quelque chose d'encore plus subjectif, en fait. Et les 2 mots veulent dire paysage, peuvent être utilisés pour le paysage. Manzar a été utilisé d'ailleurs dès le Xe siècle, on l'identifie pour des géographes qui utilisent ce mot-là pour décrire des paysages, mais on voit que ce n'est pas un objet, en fait. On voit que c'est une expérience, en fait.
Et par contre, le paysage dont on dit, quand on dit qu'il est abîmé ou dans lequel on a du mal à vivre, c'est bien le paysage occidental en fait. On est en train de parler de l'objet qu'on va jusqu'à plaquer pour faire un centre d'attraction, un centre de loisirs. Et ici, c'est 2 tableaux orientalistes, hein, donc c'est Fromentin à droite, c'est des reproductions, et j'ai oublié l'auteur, c'est La rencontre des rois mages qui est à gauche, et c'est qui a un nom anglo-saxon, c'est Ensor qui a pris le dessus, mais c'est pas Ensor, donc bref. Fromentin, le Simoun, donc ça c'est une scène algérienne, l'autre est une scène mythique, hein, où on a les rois mages qui ont été, par le peintre les a peints façon bédouin. Mais ces tableaux en fait sont aussi vus en Algérie, on les voit très fréquemment, hein, les tableaux orientalistes dans les intérieurs algériens, je ne sais pas si certains ont une expérience de ça. Moi j'en vois, plutôt dans les intérieurs bourgeois. Et en fait, c'est vrai que l'expérience du paysage est souvent aussi, quand on trace dans la discussion cette question du paysage, on voit une des références qui revient souvent, c'est celle du tableau orientaliste. C'est-à-dire que les gens disent, regarde, quand les Français sont arrivés, ils ont peint l'Algérie telle qu'elle était à l'époque, avant qu'ils la détruisent. Et regarde comme elle était belle, regarde comme le paysage, et regarde ce qu'on avait et ce qu'on en a fait, et ce qui en a été fait. Et cet objet peinture, pictural, qui je pense est présent aussi hein, derrière le moucharabieh. Parce qu'en fait, derrière le moucharabieh, on voit le motif, et on peut voir 2 images qui se superposent l'une l'autre. On voit le motif du moucharabieh, le Ruba al-Hizb, mais on voit aussi cette pastorale que lui imaginait et qu'il n'a pas eu en fait, qui étaient ces troupeaux qu'il s'attendait à trouver juste derrière et qui n'y étaient pas. Et je pense qu'ils viennent de là en fait, hein, quand bien même il y avait une expérience de l'observation et du paysage, c'est bien de cet objet paysage dont il est question. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une maison qui vient d'être habitée. Je vous ai dit que l'épouse et le mari n'avaient pas la même perception du lieu. Lui était chez lui, elle pas encore. Et d'ailleurs, c'est elle qui a demandé à décrocher les tableaux et elle les avait mis au sol. Ce qui m'avait frappé au début, c'était ça, c'était de voir des tableaux à hauteur de sol. Parce qu'en fait, elle trouvait qu'il devant une table de salle à manger, c'était pas leur endroit, l'endroit où ils devaient être. Mais dans l'ensemble, quand on regarde les murs dans la société, moi c'était le cas chez nous, alors que pourtant, en tout cas mes parents, ma mère notamment, sont plutôt portés sur la chose, sur les objets esthétiques. Eh bien, il y avait un peu ça, c'est-à-dire que des objets assez décorés pour tout ce qui concerne le canapé, le sol, avec cet artisanat algérien, ces tapis berbères, ce type de drap et de texture, soit de lin ou de coton, et surtout ces portes en pin aussi. Mais d'un autre côté, les murs, c'était toujours blanc. Et les murs étaient blancs, sans rien y mettre. Nous, c'était d'autant plus drôle qu'on avait un immense mur blanc et il y avait 3 photos de nous, toutes petites, dans un mur immense, en fait. Et je pense que cette question du mur blanc, ça m'est apparu récemment. Je pense que le mur blanc, c'est pas quelque chose qui existe hein, quand on regarde les intérieurs traditionnels. C'est un mur matière, en fait. Il est fait de chaux, il est fait de zélige. Il a une qualité visuelle, bien sûr, mais elle est portée par le matériau utilisé. Et le mur blanc, sans aucune autre qualité que ce qui va être mis dessus, moi, mon hypothèse, je pense que ça a été un objet ça a été une situation traumatisante pour les Algériens d'entrer dans ces appartements coloniaux. Je le fais à la manière d'un sociologue. Je pense que beaucoup d'Algériens sont rentrés dans les appartements coloniaux avant 62. Mais en 62, les Européens sont partis, beaucoup sont rentrés en venant de la campagne. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans ma famille maternelle, notamment. Et je pense que mettre un objet au mur, ça a été extrêmement compliqué. Parce que d'un seul coup, ça voulait dire... Et là, on est dans une pièce d'accueil. C'est-à-dire que c'est là où on fait venir les invités, mais aussi où on peut faire dormir occasionnellement des personnes de la famille qui viennent de la province. Et le mur, je me suis aperçu que dans la société européenne, c'était un mur écran. C'est-à-dire que c'est un mur où on va mettre des choses, on va assumer le dehors pour le mettre dedans, pour faire un choix du dehors et le mettre dedans, qui peuvent être des objets décoratifs, qui peuvent être des tableaux, qui peuvent être des choses qui disent qui on est nous et quelle est notre posture vis-à-vis de l'extérieur.
Et je pense que cette situation a été extrêmement compliquée à vivre, et je pense qu'elle l'est encore. Parce qu'en fait, ce dehors, il est encore mouvant, il n'est pas stable. Il y a quelque chose qui est encore en train de bouger dans la société, et je pense que ça se voit dans ce que tu dis, y compris dans l'architecture. C'est-à-dire qu'on peut concevoir des choses, mais dont on sait que cette conception, elle n'est pas stable, qu'elle va bouger. Et au niveau de la question de l'architecture, c'est ça. Mais quand on se retrouve dans les intérieurs et à vouloir faire venir des gens, en inviter, on préfère qu'il n'y ait rien. On préfère que ce soit blanc. Au moins, ça évite de se mouiller et de trop se dévoiler. Est-ce que cette expression de soi dont vous parlez, qui n'est pas sur les murs, elle est souvent dans des meubles type bibliothèque qui sont remplis d'objets de façon muséale un peu? Donc, je suis assez en phase avec les murs blancs parce que c'est vrai qu'il y a rarement de tableaux ou d'étagères. Par contre, j'ai, pour souvenir, mais c'est plutôt Algérie de l'Ouest, de voir beaucoup de meubles comme ça remplis d'objets, oui. Remplis de bibelots, ouais. Oui, c'est ça. Mais même d'objets parfois un peu artistiques, un peu... D'accord. Oui, je suis d'accord. Oui, on voit plus, en effet, des petits objets, mais c'est des objets sans risque. D'ailleurs, ce qui était très souvent un peu surprenant, moi, chez mon oncle, qui était donc traditionnel, islamiste, il y avait des objets dont certains portaient des scènes de genre un peu rococo, avec un homme galant qui servait une fleur. Et lui, ça ne le dérangeait pas. C'était quelque chose qui, dans la référence, ne le perturbait pas, en fait, parce que ça ne le mettait pas en risque. Mais je pense que l'idée d'afficher quelque chose en mur mettait en risque, alors qu'un objet en porcelaine kitsch ne le dérangeait beaucoup moins, en fait. Oui. Donc encore une fois, on est dans le au cas où et en attente. Et j'ai l'impression aussi on est dans l'attente de la pop culture algérienne qui doit arriver et on ne sait pas quand elle va arriver. Je veux dire, tous les éléments qui viendraient un peu... On a la pop culture française, on va dire, avec tous les éléments qui illustrent, on va dire, la société française, mais la pop culture algérienne, je ne sais pas si... En tout cas, je n'arrive pas à l'identifier avec une certainité, je n'arriverai pas à définir, quoi. Donc je ne sais pas si c'est Alors, je pense qu'il y a d'autres choses. Alors, pour moi, la pop culture est quelque chose qui se met facilement au mur. D'ailleurs, je vois mes neveux ont beaucoup de posters de manga dans leur chambre, donc ça ne leur pose pas de problème. C'est encore une fois des objets sans risque. Je pense que c'est autre chose, c'est la question du goût, qui est perçu comme un risque, en fait, et comme un danger. Et qui, pour moi, est aussi en contraste, tu vois, en travaillant à la Courneuve, j'ai réalisé à quel point la situation avait été dure pour tous ces gens qui étaient venus de l'espace des villes du Sud et qui étaient arrivés dans la ville du Nord. Et d'un seul coup, parce que j'ai retrouvé les mêmes murs, en fait, à la Courneuve. Et du coup, à quel point affronter le dehors, ça avait été quelque chose de violent, en fait. Et d'où le mur était resté blanc. Et j'ai trouvé chez une dame qui m'a accueilli les mêmes photos dans un grand mur blanc qu'il y avait chez nous, en fait. Les photos des enfants. Et ça, c'est un objet qui est une tablette coranique, en fait. Alors, la tablette coranique, je ne sais pas si vous voyez comment ça marche. En fait, à l'école coranique, les enfants ont une tablette, la lawha, et ils écrivent les sourates et ils les apprennent, ils les apprennent par cœur. Et passé un certain âge, ils arrêtent de les apprendre à partir de l'écrit. Donc, à chaque fois qu'ils apprennent une sourate et qu'ils la connaissent, ils l'effacent. Et ensuite, il y a un moment où ils passent à une autre technique d'apprentissage et de révision qui est par l'écoute. Et donc, du coup, la voix, la récitation, dans la tradition musulmane, a un statut supérieur à celle à l'écrit, à la lecture. Donc, l'apprentissage se fait par cette écoute, par cette voix. Et ici, on est chez ma cousine, en fait, qui a emménagé, qui a emménagé dans sa maison et son père est décédé. Donc, du coup, elle a vécu chez ses parents. Donc, elle a récupéré la maison de ses parents. Donc, c'est chez elle, mais c'était chez ses parents avant. Et c'est une de ces maisons de banlieue, à Burj El Kifan. Et quand elle a décoré sa chambre, elle a utilisé cet objet, en fait, qui est finalement un peu une photo. Parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il apprenait, il effaçait. Il apprenait, il effaçait. Et donc, du coup, cette écriture, cette sourate, c'est la dernière sourate qu'il n'a pas effacée, en fait. Parce qu'après, il est passé dans un mode d'apprentissage qui était celui de la voix. Donc, du coup, on a sa dernière sourate écrite, qui est aussi un passage de l'âge, puisque ce changement se fait vers l'âge de 12-13 ans.
On considère que les enfants n'ont plus à écrire, mais maintenant ils doivent apprendre par l'écoute. Et je pense qu'en fait, c'est un souvenir de son père, donc elle a mis sa photo, on la voit ici, elle l'a posée au-dessus de sa bibliothèque, on voit les dictionnaires. Ici, c'est quelqu'un de très lettré, qui lit beaucoup, qui s'intéresse, mais elle a mis cette tablette au-dessus de sa bibliothèque, et je pense qu'il y a plusieurs choses qui se condensent en fait dans ce geste. Je pense qu'elle la voit à la fois comme quelque chose de d'un lien avec son père, mais quand je lui ai posé la question, et c'est très intéressant de travailler avec sa famille parce qu'on peut revenir sur les choses et on peut récupérer de l'information qu'on n'aurait pas pensé à récupérer au moment de faire la prise de vue. Et elle me parle de la sourate et elle me dit quand il l'a récité. Et c'est vrai que moi, j'ai le souvenir de cet oncle, donc très conservateur, mais qui avait cette voix en fait, et cette voix de récitation, puisqu'il priait les 5 fois par jour, c'était quelque chose de fondamental. Voilà, et je crois que cet objet aussi est un peu un objet de présence par la voix de son père, qu'elle a mis au-dessus. Et je pense que beaucoup de choses se condensent. C'est à cette présence, je pense qu'il y a une intention décorative. C'est un bel objet quand on le voit. Et je pense aussi qu'il y a une idée aussi de la connaissance et du savoir. Je pense qu'elle croit, elle est croyante, et donc il y a cette idée que cette écriture de cette parole divine a quelque chose qui est au-dessus du savoir et au-dessus de l'écrit, au-dessus de la signification, au-dessus de l'explication. Et je pense que c'est pour ça que cet objet est là. Et on est là aussi dans la même maison, plusieurs années avant, donc, qui ont fini par une de mes premières photographies. Donc. Et c'est la maison, je ne sais pas si ceux qui ont vu mes expos antérieurs, c'est une photo, il y a un petit garçon, elle est expliquée sur Instagram, la photo, j'ai mis une petite vidéo d'un petit garçon qui fait une prise de vue depuis un balcon en fait, et c'était la dernière semaine où ils déménageaient à Alger, ils allaient emménager dans cette maison qui est à Burj Al Kifan, Fort de l'eau, pour ceux qui connaissent les anciens noms des quartiers. Et en fait, c'était le moment où ils étaient en train d'aménager. Donc, en fait, et c'est vrai que c'est étonnant parce qu'en fait, je pense que cette maison est la condensation des formes architecturales de l'histoire algérienne. C'est-à-dire qu'elle reprend des formes qui sont antérieures à la colonisation, mais en même temps, à l'entrée, on a les pièces d'eau, ce qui est typiquement quelque chose hérité de l'urbanisme colonial. On voit la moulure en haut, qui est aussi une forme héritée de l'urbanisme colonial, de l'architecture coloniale, alors qu'on la voit moins ici, et qu'elle est encore très présente dans les constructions intérieures algériennes. Et je pense qu'en fait, dans ce travail, à l'arrière-plan, j'ai eu la chance, en travaillant à Alger, de travailler avec des gens qui ont vécu en peu d'années des changements que d'autres ont vécu dans d'autres endroits en plusieurs décennies. Et je pense qu'en fait, ici, cet emménagement dans cette maison où, au fond, on se retrouve avec une pièce d'accueil, puis encore plus au fond, les chambres, je pense que pour tous les Algériens, l'arrivée dans cet espace là-bas, dans cet espace ici, c'est arriver dans un espace étranger. Je pense que c'est une expérience brutale. Moi, je me souviens que quand on a déménagé avec mon fils, à quel point il est arrivé dans notre nouvelle maison, il a pleuré. Et je pense que c'est une expérience de perte de repères, quand il y a même dans une société où toutes les choses sont en place. C'est une expérience brutale. Et je pense que tous ont vécu plus ou moins cette expérience brutale d'un changement de repères, un changement d'échelle. Et je crois que c'est ce qu'ont vécu mes cousins et cousines quand ils ont emménagé dans ces nouvelles maisons. Ici, c'est pareil, j'ai fait la photo, mais sans forcément savoir ce qui se jouait. Et un jour, ma cousine m'a dit qu'en fait, en arrivant, elle avait, séparément, elle m'a dit elle avait, avec notre petite cousine, elles étaient perturbées par l'arrivée dans cet espace et donc du coup le fait que l'entrée était sombre. Donc du coup elles ont dessiné une fenêtre. Elles ont pris un pinceau et elles ont dessiné une fenêtre. Ici c'est Mimosa. On voit pas le A. Mimosa, c'est le surnom de Ahlam, ma cousine, dont le nom veut dire les rêves. Et elles ont imaginé en fait une fenêtre, une entrée qui viendrait par ici.
où il y aurait du soleil, des arbres, une petite montagne. Et je pense qu'en fait, par la suite, c'est presque moins intéressant, mais la fenêtre est venue, en fait. Il y a eu Mais je pense qu'en fait, ce qui s'est joué, c'est qu'en fait, quand on arrive dans un endroit brutal, ce geste de dessiner, ça a été un moyen de rentrer, de s'approprier et de commencer ce passage d'attente, de temps, à quelque chose de durée plus personnel, plus vécu, et de dire que c'était par ça qu'elle commençait à être chez elle, en fait. Un petit commentaire, je n'ai pas commenté ces dernières images, mais je trouve que tes derniers mots sont très intéressants parce qu'ils nous donnent quelque part aussi un des sens de la visite qu'on vient de faire, avec finalement cette translation d'une partie de la société du centre d'Alger, donc notamment en l'occurrence ta famille, vers ces espaces périphériques qui se transforment, qui deviennent des lieux d'investissement, parfois spéculatifs, parfois des stratégies familiales, et avec la difficulté de s'approprier ces lieux, qui sont donc effectivement, comme tu dis, étrangers, peut-être durs, et donc quelque part ils évoquent, tout ce que tu évoques, c'est la difficulté d'un déracinement et d'une réappropriation, d'un nouvel ancrage. Alors dans ce nouvel ancrage, certains objets de la vie d'avant peuvent avoir une dimension, sinon fétiche, ou du moins de rattachement, au passé. Et alors du coup, je reviendrai à la première image, cette zone déblayée, arasée, où les gens ont été chassés, et où tu nous as raconté que les gens qui en étaient partis, et notamment les adolescents, revenaient, que c'est comme ça que tu les avais rencontrés, que c'est comme ça que tu avais pris cette photo, parce qu'ils t'avaient montré cet endroit en disant c'est là, c'est nous, on avait telle histoire, etc. Et donc on retrouve chez ces gens chassés dans cette partie de la périphérie ce côté déracinement, tu as parlé d'éradication d'ailleurs, et voilà. Et je trouve que c'est autour de ces questions déracinement, circulation, réinvestissement, vraiment on voit le sens de la série, de toutes ces images. Je pense que ça répond un peu à la question de tout à l'heure. Donc c'est tout. C'est tout. Bon, merci. Merci.